La dernière intervention va être faite par Jean-Michel Petit à distance, que je remercie beaucoup de nous rejoindre. Et j'ai envie de lui faire un pied en disant à ma connaissance, c'est le plus hépatologue et diabétologue que je connaisse, qui s'occupe beaucoup d'hurler l'adage auprès des diabétos et de faire bouger les lignes. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation et merci à SOS Hépatique. Hépatite, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais j'avais d'autres réunions en fin d'après-midi et malheureusement, je ne pouvais pas quitter Dijon. Je vais donc, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Donc, je vais vous donner effectivement, tel qu'on me l'a demandé, un petit peu le point de vue du diabétologue sur la question posée, c'est-à-dire comment adapter les soins, comment se mobiliser aujourd'hui pour adapter les soins de demain. Et diapositive suivante, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y avait 3 petits points sur lesquels il fallait essayer de travailler. Alors, il y avait effectivement un point que Jérôme et Laurent ont abordé, c'est-à-dire c'est mieux connaître et probablement faire connaître l'épidémie de NAFLD des patients atteints de diabète de type 2. Le deuxième point, c'est probablement, et ça a été un petit peu abordé par Jérôme, c'est améliorer les connaissances des diabétologues concernant la NAFLD des patients atteints de diabète. Et pour finir, c'est de développer des outils qui soient adaptés, notamment en ce qui concerne le dépistage, à la problématique spécifique que présentent les personnes atteintes de diabète de type 2. Donc, diapositive suivante. Alors, très vite, l'épidémiologie, vous la connaissez tous ici, mais effectivement, quand on regarde la stéatose par des méthodes d'imagerie, la plupart des études chez les personnes atteintes de diabète de type 2 retrouvent 2/3 des personnes atteintes qui présentent une stéatose dans les méthodes d'imagerie. Diapositive suivante. Quand on s'intéresse plus spécifiquement à la fibrose, les études, comme cette étude à partir d'une population de Hong Kong, retrouve en faisant une élastométrie systématique à des personnes qui consultent dans un service de diabétologie, retrouve quand même 17% de fibrose avancée. Et ça ne concerne pas que les populations chinoises, puisque, diapositive suivante, quand vous faites le même type d'études comme les collègues parisiens l'ont fait à partir des personnes qui consultaient dans les centres de santé de la sécurité sociale, lorsqu'ils repéraient les personnes qui étaient atteintes de diabète ou bien ceux qui étaient diagnostiqués à l'occasion de ce bilan de santé et qu'ils faisaient une élastométrie systématique, ils retrouvaient également une proportion importante de personnes atteintes de maladies hépatiques, puisqu'il y avait quand même 2%, plus de 2% qui avaient une cirrhose au fibroscan, et il y en avait quand même 85 sur les 160, sur les 660 qui avaient une élastométrie supérieure à 8 kPa. Et quand on leur proposait une biopsie dans cette étude, quand les auteurs ont proposé une biopsie à ces personnes, il y en a la moitié qui avait accepté, il y avait quand même la moitié qui avait une fibrose avancée. Donc, on voit bien que c'est une vraie réalité. Et les travaux qu'a présenté Laurent sur la population parisienne sont encore plus inquiétants, puisque, de mémoire, c'est même jusqu'à plus de 30% de fibrose avancée. Donc, c'est réellement très, très inquiétant. Donc, ça, je pense que c'est des données qu'il faut absolument qu'on arrive à faire connaître aux patients, mais surtout aussi aux diabétologues pour qu'ils puissent faire le dépistage. Et diapositive suivante, c'est là où on a un peu des difficultés. Parce que, diapositive suivante, quand on s'intéresse à évaluer les connaissances des collègues diabétologues sur cette pathologie-là, on retombe sur en partie les résultats qu'a montré Jérôme. Il s'agit là, par exemple, d'une étude qui a été faite en Angleterre, au Royaume-Uni, mais je pense qu'elle est tout à fait transposable à la population des diabétologues français. Ils leur ont posé une première question. Quelle est la proportion de nos patients diabétiques qui souffrent de NAFLD, avec, pour le diabète de type 2, on l'a vu, une proportion entre 50 et 75%. Et il y avait moins de 5% des diabétologues qui donnaient la bonne réponse, c'est-à-dire que l'immense majorité des diabétologues sous-estimaient la NAFLD puisqu'ils donnaient des chiffres qui étaient moins de 30% pour la plupart, mais même quand même pour un quart d'entre eux, ils pensaient que c'était moins de 10% des personnes atteintes de diabète de type 2 qui présentaient une NAFLD. Donc, on voit bien qu'ils ont largement sous-estimé
NAFLD des personnes atteintes de diabète. Diapositive suivante. Et quand les personnes les ont interrogées sur la proportion des personnes atteintes de diabète qui présentaient une fibrose avancée, F3, F4, là également, même un type de réponse, c'est-à-dire ils minimisaient de façon considérable la prévalence de la fibrose. Il y en avait là aussi seulement 5% qui donnaient la bonne réponse. Et vous voyez que 75% des diabétologues évaluaient la fibrose avancée à moins de 5%. Et donc, on est très, très loin des chiffres qui sont de l'ordre de 10 à 30% selon les études, les différentes études. Donc là, il y a un vrai problème de méconnaissance de la réalité de cette complication hépatique chez les diabétologues. Diapositive suivante. Et puis, quand on les interrogeait sur les outils disponibles, concernant les tests non invasifs, là, c'était aussi très inquiétant puisque vous voyez qu'une grande majorité n'avait jamais entendu parler, ne connaissait aucun test, hein, c'est 48% ne connaissaient aucun test non invasif et plus de 2 tiers n'avaient pas utilisé de score non invasif de fibrose dans l'année qui précédait. Donc là, on voit bien deux choses, une méconnaissance de la réalité de la pathologie et une méconnaissance des outils qui sont utilisables pour gérer, dépister et gérer cette pathologie chez les personnes qu'ils sont amenés à prendre en charge. Diapositive suivante. Et puis le troisième point que je voulais aborder, c'est effectivement développer des outils qui soient adaptés à la population des personnes atteintes de diabète de type 2. Alors, je ne vais pas aborder les problématiques de sensibilité des différents outils de dépistage qui sont éventuellement un peu différents. On sait chez les personnes atteintes de diabète de type 2 que dans la population générale non diabétique, on sait très bien qu'à transaminase similaire, les personnes atteintes de diabète ont toujours une quantité de graisse dans le foie largement supérieure aux personnes non atteintes de diabète, alors qu'ils ont des transaminases similaires. Et pour la fibrose, c'est probablement la même chose. Et les outils non invasifs, notamment biologiques, sont souvent un peu moins performants chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Là, je vais plus m'intéresser en fait à la réalité du parcours de soins des personnes atteintes de diabète de type 2, en partant de l'étude Entraide, qui est une étude qui a repéré 3500 personnes atteintes de diabète qui bénéficiaient à partir des données de santé de la sécurité sociale d'au moins 3 remboursements d'antidiabétiques oraux et ou d'insuline. Et ils ont regardé un petit peu leur parcours de soins sur l'année qui précédait, sur les 2 ans qui précédaient. Et vous voyez déjà qu'il y a une première réalité qui saute aux yeux, c'est que 12% seulement des diabétiques de type 2 avaient vu le diabétologue dans l'année qui précédait, c'est-à-dire que 88% étaient suivis uniquement par leur médecin généraliste. Ce qui veut dire très clairement que toute stratégie de dépistage de la NASH dans la population des personnes atteintes de diabète de type 2 qui serait focalisée sur les diabétologues et non pas sur les diabétologues et les médecins généralistes échouera, puisqu'on aura largement plus des 3/4 des patients qui échapperont à la stratégie de dépistage. Donc, si on veut être réellement efficace, il est réellement indispensable que nous développions des stratégies dans les parcours du soin qui soient ciblées à la fois sur les diabétologues, mais également sur les médecins généralistes. Et donc, il faut que les outils qu'on sera amené à proposer pour faire ce dépistage soient réellement utilisables dans un cabinet de ville ou de campagne d'un médecin généraliste. Si c'est des outils trop compliqués, trop chronophages, trop coûteux aussi, très clairement, toute la stratégie qu'on mettra en place dans le parcours de soins va échouer. Ça, je pense que c'est vraiment une des données vraiment très, très importantes qu'il faut qu'on prenne en compte. Diapositive suivante. La deuxième chose, c'est la réalité du parcours de soins des personnes atteintes de diabète. Vous savez que, bien sûr, il y a le foie et parfois, moi, j'ai des collègues qui me disent gentiment, mais
tu nous fais un peu suer avec tes histoires hépatiques, puisque tu comprends, les personnes atteintes de diabète, ils ont déjà assez avec le cœur, le rein, la neuropathie des membres inférieurs, le pied, l'artérite. En gros, tu ne veux pas leur foutre la paix, ils en ont assez, quoi. Hein. Et donc, tu rajoutes le foie là-dessus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est vrai que quand vous regardez sur cette diapositive, toujours reprise sur l'étude Entraide, sur la réalité des examens tels qu'ils sont normalement recommandés d'être réalisés tous les ans et tels qu'ils sont réalisés dans la vraie vie. Alors, par exemple, une personne atteinte de diabète de type 2 doit voir l'ophtalmologiste tous les ans. Alors, il y a deux couleurs, il y a le bleu et l'orange. C'est parce qu'il y a l'année 2001 et l'année 2007, c'est pour voir la progression. Alors, ça s'est un petit peu amélioré en 2007, mais globalement, ça reste quand même assez médiocre. Vous voyez que dans la réalité, seulement un patient sur deux avait vu l'ophtalmologiste dans l'année qui précédait. Quand vous regardez, par exemple, le dosage de l'hémoglobine glyquée, qui est l'examen sanguin très simple à faire, que normalement les patients doivent faire tous les 3 mois pour évaluer l'équilibre glycémique, et là aussi, vous voyez qu'un patient sur deux dans cette étude l'avait réellement réalisé dans l'année qui précédait. Et on peut continuer comme ça sur la consultation dentaire annuelle, sur la créatinine. Alors la créatinine, là, c'est l'examen qui est quand même le plus souvent réalisé, puisque plus de 3/4 des patients ont eu une évaluation de la créatinine, de la fonction rénale, dans l'année qui précédait. À l'inverse, sur l'évaluation de la microalbuminurie, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. On est plus près de 30%. Diapositive suivante. Et donc, si vous mettez toujours dans cette cohorte-là les patients, puis vous regardez si vous les prenez au fur et à mesure quand ils réalisent bien tous les examens. Alors, vous voyez, 100% au départ de ces 3467 personnes diabétiques. Vous leur faites déjà, est-ce qu'ils ont eu la recherche de l'albuminurie, ou de la microalbuminurie ou de la protéinurie? Là, vous chutez à 25% de la population. Puis si vous regardez le dentiste dans l'année, vous n'êtes plus qu'à 11. Avec un ECG dans l'année, vous êtes à 5. Les 3 hémoglobines glyquées, vous n'en avez plus que 3%, etc., etc. Et puis à la fin, quand vous avez la créatinine faite chez ces patients-là, s'ils ont tout fait, vous n'êtes plus qu'à 2%. Et donc, diapositive suivante, la question, c'est si vous faites le dépistage de la NASH, à combien on va être, quoi. Et donc, très clairement, on a une vraie difficulté pour la réalisation de tous ces examens qui sont tous justifiés, et ce n'est pas discutable, mais où on se rend bien compte dans la vraie vie, hein, quand on prend des populations comme celle-ci, qui ne sont pas des populations ciblées, qui sont en fait des personnes qui ont été tirées au sort dans le système de données de santé de la population française, et qu'on regarde ce qui est réellement pratiqué dans la vraie vie, ben on s'aperçoit que ce n'est pas brillant. Et donc, comment intégrer le dépistage de l'ANAFLD dans ce contexte-là, où on sait que malheureusement, les examens sont loin d'être tous réalisés, où on voit que les chiffres sont quand même pas très, très bons. Et donc là, il faut vraiment qu'on ait une réflexion à la fois pour bien expliquer aux patients l'intérêt de ces examens, pour essayer d'avoir des examens qui soient le plus simple possible, le moins embêtant possible pour les patients, pour qu'on puisse arriver à ces stratégies de dépistage qui soient simples et qui ne nécessitent le moins possible de consultations spécialisées. Et donc, on voit qu'on a un très, très gros travail à faire. La suivante. Et pour finir, je pense que là aussi, c'est important que pour les collègues diabétologues et pour les médecins généralistes, c'est important d'intégrer la problématique de la gestion de la maladie hépatique, de la NAFLD, dans la gestion de leur traitement. Ça a été dit plusieurs fois, et je ne vais pas refaire l'étude de nos collègues cubains sur l'intérêt de la perte de poids avec la biopsie qui a été faite avant et après perte de poids. On voit qu'une perte de poids de 7 à 10%, c'est bien, mais vraiment, si on veut être vraiment très efficace, c'est même plus de 10% du poids corporel qu'il faut perdre. Donc ça rejoint la prise en charge classique du diabète de type 2. Donc, ça ne peut bien sûr que renforcer, mais c'est un argument supplémentaire. Et parfois, pour les patients de suivre leur transaminase, c'est aussi une façon de les encourager sur les efforts qu'ils peuvent avoir faits. Et puis, les traitements du diabète,
on l'a vu, ont été beaucoup évalués dans le traitement de la NAFLD. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les médecins généralistes et les diabétologues commencent à disposer d'un panel de différentes molécules pour la prise en charge du diabète de type 2 qui doivent un peu adapter au choix du patient, aux objectifs de désordre glycémique, mais également au profil du patient en fonction de ses antécédents cardiovasculaires, en fonction de son atteinte rénale, etc., de l'insuffisance cardiaque, par exemple. Et on voit que toutes les drogues proposées n'ont pas le même effet sur le foie. Et sur la droite, vous voyez par exemple un agoniste GLP-1, hein, ça avait été présenté par Laurent, montre une efficacité sur la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, qui est quand même significative. Et donc, je pense qu'il faut aussi maintenant que les diabétologues et les médecins généralistes dépistent et intègrent la problématique du foie, la complication de la NAFLD dans leur stratégie de traitement, parce qu'effectivement, en fonction de ça, on peut être amené à modifier nos traitements, et je pense que c'est important que ça rentre dans notre raisonnement. Diapositive suivante. Et donc, pour conclure, je pense qu'effectivement, le gros travail, si on veut répondre à la question se mobiliser aujourd'hui pour adapter les soins de demain, ben, le plus gros travail, c'est sensibiliser et former diabétologues et médecins généralistes. Et aussi bien l'étude qu'a présentée Jérôme que l'étude des collègues anglais, mais on voit très bien qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Je pense qu'il faut là aussi qu'on ait une réflexion sur comment faire ce dépistage pour qu'il soit adapté à la population des personnes atteintes de diabète de type 2, qu'il soit adapté à la médecine générale, on l'a vu, et qu'il soit efficace, c'est-à-dire qu'il soit réellement réalisé, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le monde est d'accord pour qu'il faut voir l'ophtalmologiste, tout le monde craint les complications rétiniennes du diabète de type 2, mais en pratique, la consultation ophtalmologique annuelle n'est malheureusement pas faite, loin s'en faut. Donc, vraiment, former les diabétologues et les médecins généralistes et réfléchir à l'adaptation de nos traitements du diabète sur ces complications hépatiques. Voilà, je vous remercie.